Bonjour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. On essaie de faire ça interactif. Joachim participe ce matin à une opération de prévention routière face à des étudiants en BTS. C'est sûr que, comme tout vie de jeune, fini la semaine, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les potes, on fait un peu la foire. Quand j'avais votre âge, j'ai voulu grandir trop vite, j'ai voulu aller très vite aussi dans la vie. Il est venu raconter comment, en 2003, suite à un accident, il est devenu un tueur involontaire. Sur la route, j'étais le meilleur, Enfin, je croyais être le meilleur, en tout cas. Un soir, en sortant du travail, Joachim retrouve sa compagne pour faire la fête. Il boit trop, mais décide de reprendre le volant. Arrivé dans un virage, j'ai eu un imprévu. Mais cet imprévu, c'est ce véhicule, et je l'ai percuté. J'avais une alcoolémie de 1,76 à 2,04. En face, le conducteur s'en sort indemne. Joachim, lui, est dans le coma. Et je me suis réveillé 5 jours plus tard, à l'hôpital. Les infirmiers m'ont demandé « Est-ce que vous étiez seul dans votre accident ?» Je dis « Bien sûr. » Ils m'ont dit qu'assis à côté de moi, c'était ma compagne. Elle est décédée quelques jours plus tard. En une fraction de seconde, comme ça, j'ai grillé ma vie, mais pas seulement ma vie, la vie de 2 familles complètes. Là-dessus, j'ai eu la culpabilité. J'ai voulu me suicider plusieurs fois à l'hôpital. Et c'est tellement énorme, c'est tellement lourd à porter. C'est une épée de Damoclès sur votre tête. Joachim a passé 2 ans en prison pour homicide involontaire. Involontaire, car jamais il n'a voulu donner la mort. Mais il est coupable d'avoir conduit alcoolisé. Ça ne vous vient pas à l'esprit d'essayer d'oublier ça? On ne peut pas tourner la page comme ça. Cet accident, il m'a coupé le lien familial. Ma famille ne m'adresse plus la parole. Mes amis, ils changent de trottoir quand ils me voient. Ils m'ont mis une étiquette de meurtrier sur le front. Pour la justice, Joachim a payé sa dette, mais la culpabilité lui colle toujours à la peau. Donner la mort par accident, personne n'est à l'abri. Étudiants, chasseurs ou conducteurs de train, l'existence de ces tueurs involontaires a basculé. Quelle vie après le drame? Quelles sanctions? L'oubli et le pardon sont-ils possibles? Depuis 2 ans, où qu'il aille, Fouad doit se faire conduire par sa mère. Plus question pour lui de prendre le volant. C'est là où il y a eu le lieu de l'accident. Et c'est exactement ici que j'ai voulu doubler. C'est ici que la vie s'est gâchée en fait. Fouad était en terminale. Un soir, alors qu'il double un camion sur l'autoroute, il entre en collision avec une moto. Un jeune homme de 24 ans meurt sur le coup. Pour Fouad, c'est l'incompréhension. Il affirme avoir regardé dans ses rétroviseurs, mis son clignotant et ne jamais avoir vu la moto. À 22 ans, il est poursuivi pour homicide involontaire. Son procès débute dans quelques heures. L'accident tourne en boucle dans sa tête. J'ai pas dormi de la nuit et ça fait 2-3 jours que je dors pas. Et bon, aujourd'hui, heureusement, j'ai pas fait de cauchemar, mais les autres nuits, je fais des cauchemars. Quel type de cauchemar? Par rapport à mon accident, par rapport à comme si je conduisais, que j'étais en prison. J'y pense tout le temps. Je me rappelle de tous les détails de ce qui s'est passé. Parce que je l'ai vu à un moment, il avait les yeux ouverts, qui me regardait. Et ce regard, je pourrais jamais l'oublier, quoi.
Fouad n'est pas le seul à vivre avec ces images. Un café ? Sa mère aussi. Merci. Depuis que son fils a tué par accident, elle souffre de dépression et ses pensées vont à la mère de la victime. Le plus difficile, c'est qu'il y a un jeune homme qui est mort, qui est décédé. Mais le plus qui me fait mal, c'est la maman. Comment elle doit souffrir, cette maman. Surtout au début de l'accident, pendant des mois et des mois, je dormais pas, je pensais que à la maman. Je me disais, la pauvre, comment elle doit supporter la mort de son enfant, c'est insupportable. Pour Fouad et sa mère, rien ne sera jamais plus comme avant. Restent les photos pour se souvenir des jours heureux. Tu te rappelles de ce jour-là ? C'était ton anniversaire, non ? Comme tu rigolais, tu t'amusais. C'est du passé, donc... Maintenant, on peut plus revivre ces moments-là. L'accident nous a bousillé complètement la vie. À quelques minutes du procès, Fouad redoute la confrontation avec la famille. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui, Fouad ? Que c'est un accident et que... Je suis désolé de ce qui s'est passé. De quoi avez-vous peur ? Qu'ils me disent que je suis un assassin, un tueur, que c'est de ma faute. Et j'ai même pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. À l'entrée du tribunal, il vient d'apercevoir les proches de la victime. L'angoisse le submerge. Fouad, regarde-moi, c'est un accident, d'accord ? C'est un accident, tu l'as pas voulu, hein. Tu l'as pas voulu, cet accident, d'accord ? Un sentiment que ne partagent pas les parents du défunt. Pour eux, Fouad a commis une erreur. Il doit être condamné. C'est quoi comme affaire ? C'est homicide involontaire. Salut. Merci. Poursuivi pour homicide involontaire, Fouad encourt jusqu'à 5 ans de prison. Je suis angoissé. Son avocat, Maître Benezra, va plaider la relaxe. Respirer, souffler, respirer. D'accord, on a tout préparé. Tout. Il espère obtenir la requalification du dossier en accident de la route. L'accident mortel de la circulation, c'est l'accident où effectivement les conséquences sont les mêmes que l'homicide involontaire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est décédé des suites de l'accident, mais à l'origine, on ne peut pas reprocher à quelqu'un une faute. C'est l'accident mortel de la circulation. En revanche, dans l'homicide involontaire, on peut reprocher à quelqu'un une faute, une négligence, une maladresse. Dans ce dossier, il n'y a aucune négligence, aucune maladresse, aucune faute. Pour moi, il n'y a pas matière à condamner ce jeune homme. Veuillez éteindre votre téléphone. L'utilisation des téléphones portables est strictement interdite en salle d'audience. Le sort de Fouad est désormais entre les mains de la justice. Voilà, l'audience est ouverte. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Les proches de la victime ont refusé nos demandes d'interview. Trop douloureux, nous a fait savoir leur avocat. La plupart des familles endeuillées arrivent au tribunal portées par la colère. Le procès peut-il être vécu comme un soulagement ? Christine a perdu sa fille de 17 ans dans un accident de la route. Après le décès, la famille a déménagé. Toutes les affaires de la jeune fille se trouvent désormais dans cette pièce. J'ai essayé de reconstituer sa chambre, mais dès que je mettais un vêtement dans la penderie, je hurlais son prénom, je pleurais. Donc voilà, j'attends d'être plus sereine pour faire ça. C'est sur ce fauteuil. Elle était assise sur ce fauteuil, elle se préparait tous les matins pour se faire belle, pour aller travailler. Et je sais qu'il y a sa photo là. J'aimerais beaucoup pouvoir la regarder et me dire que tu es belle, ma chérie. Mais j'y arrive pas. Une absence insupportable. Pour nous, sans la regarder, Christine a ressorti une photo des cartons.
Voilà ma puce, tu es avec nous. Il y a 1 an, Laurie rentre de week-end avec son petit ami. Sur la route, le jeune homme a soif. Il se penche pour attraper une bouteille d'eau mais perd brusquement le contrôle. La voiture fait des tonneaux. Laurie décède sur les lieux de l'accident. J'étais en train de regarder le jugement. Ce couple d'enseignants connaissait à peine le jeune homme de 19 ans. Et tu vois... Au procès, son attitude les a choqués. Ce qui a été insupportable déjà, c'est de le voir arriver, comme ça, passer devant nous, tranquille. Voilà. Les mains dans le dos, comme ça, là. Bon. Le président lui a demandé s'il pouvait parler de notre fille. On n'a rien entendu. S'il y a quelqu'un à qui il doit demander pardon, c'est d'abord à notre fille. Déjà, elle n'avait rien demandé, ma fille. Elle n'avait pas demandé à partir à 17 ans. Le jeune conducteur a été jugé coupable d'homicide involontaire. Les parents de Laurie restent scandalisés par la peine prononcée. On le condamne à un emprisonnement d'1 an, avec sursis. Pour une vie avec sursis et 8 mois de retrait de permis. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est une peine, vous? On enlève la vie à quelqu'un et on ne fait pas 1 jour de prison? Vous trouvez que ça, c'est une peine? C'est une sanction? Mais qu'est-ce que c'est la prison avec sursis? Ben c'est rien. Ben c'est rien. Il continue, il se lève tous les matins, il va travailler, il mange. Rien, il n'y a pas de sanction. Et aller en prison, c'est se poser des questions. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez. Le volet pénal du dossier est clos. Christine et Yves ont un ultime rendez-vous avec leur avocat. Entrez. Ce matin, Maître Berger doit leur annoncer le montant de l'indemnisation qu'ils vont toucher pour le décès de leur fille. J'ai reçu les propositions de la compagnie d'assurance, du conducteur. Pour vous, les parents de Laurie, la compagnie d'assurance propose 27 000 € à chacun. Là, la somme est tout à fait convenable. Ah, mon Dieu, c'est pas possible d'entendre ça. C'est normal que ça vous choque. Il n'y a pas de mots, c'est même pas... Mon Dieu. Lorsqu'il y a un accident mortel, les victimes ont droit à la réparation de certains préjudices, notamment le préjudice d'affection, que l'on appelle aussi le préjudice moral, qui est fait pour remplacer, indemniser la perte d'un proche. Depuis 2005, des barèmes fixent les montants du dédommagement en fonction du lien de parenté avec le défunt. Si l'enfant vit au foyer, 25 000 €. Les sommes les plus importantes, c'est pour la perte d'un enfant, 25 000 €. Et les sommes les moins importantes, c'est pour la perte d'un grand-parent par un petit enfant. Ces sommes qui sont proposées ne peuvent pas être considérées comme le prix d'un enfant. Il ne faut pas raisonner comme ça, sinon ça devient... nous, c'est comme ça qu'on le perçoit. Je ne peux pas toucher à cet argent, de toute façon, c'est pas possible. Cet argent, c'est... Oh. C'est immoral, enfin, je sais pas, c'est ignoble. 1 an après le décès de Laurie, aucune des réponses apportées par la justice n'a apaisé ses parents. À Meaux, dans quelques minutes, Fouad connaîtra l'issue de son procès pour homicide involontaire. La juge en charge du dossier nous reçoit. Elle confirme la spécificité de ces affaires où l'émotion ne doit pas primer sur le droit. Il y a une sorte d'incompréhension de temps en temps de nos décisions par l'opinion publique parce qu'il y a un décalage en fait entre la gravité du dommage, quelqu'un qui est mort, vous imaginez, quelqu'un qui ne revient pas le soir alors qu'il vit avec vous, et puis la petite faute de conduite. Mais on reste quand même dans la faute involontaire. Et donc nous estimons sur des choses sans circonstances aggravantes que nous restons dans la peine d'emprisonnement avec sursis, l'annulation du permis de conduire et éventuellement des amendes. En cas de circonstances aggravantes, les sanctions sont plus lourdes. Les juges peuvent ordonner des peines de prison ferme. Pour Fouad, le procès devait déterminer s'il avait commis une erreur de conduite
avant de percuter le jeune motard. Le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis et 6 mois de suspension de permis de conduire. Nous sortons de la salle. La juge va rendre sa décision. La petite amie de la victime ressort révoltée. Fouad vient d'être relaxé. Alors, que pensez-vous de cette décision? J'ai pas de commentaire. Merci. L'homicide involontaire a été requalifié en accident mortel de la circulation. C'est un soulagement, parce qu'on a eu la relaxe. Et est-ce que le sentiment de culpabilité que vous avez pu éprouver disparaît avec la relaxe? Non, je pourrais jamais oublier ce qui s'est passé. Je vais repenser tous les jours à cet accident, à cette personne. Pour les responsables d'accidents mortels, la fin des poursuites judiciaires n'est qu'une étape. Ils vont vivre avec une mort sur la conscience. 70% d'entre eux souffriraient d'un traumatisme profond. Gérard Lopez est psychiatre et expert auprès des tribunaux. On a beau être l'auteur d'un homicide involontaire, eh bien, on a assisté à quelque chose d'épouvantable. Et on va recommencer souvent à vivre ça. On va voir des images, des pensées, parfois même un son, vous voyez, le crissement des pneus qui vont constamment revenir et nous faire revivre l'accident. C'est quelque chose d'épouvantable. Alors que font les gens ? Eh bien, ils essayent d'éviter. Ils essayent d'éviter d'y penser, ils n'y arrivent pas. Parfois, ils ne dorment pas. Parfois, ils évitent de reprendre la voiture ou ils changent les parcours. C'est ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Le drame devient alors tabou. Sans thérapie, 30% des auteurs ne guériraient pas. Il faut amener les gens à s'exposer à ce qu'ils redoutent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus peur. Si vous aviez peur qu'il y ait un fantôme dans le placard, tant que vous n'ouvrirez pas le placard, vous aurez peur du fantôme. Il faut l'ouvrir, ce placard. 1, 2, 3. Les fantômes d'Olivier, 5, ce sont les passages à niveau. 7, 8, 9, 10. Pour ce conducteur de train, donner la mort par accident 14, fait partie des risques du métier. 16, 17, 18. Ce qui ne l'empêche pas d'en vouloir à ceux 21, qui, par leur imprudence, ont fait de lui un tueur involontaire. 25, 26, 26 secondes. 26 secondes et ils ont tenté de passer et 26 secondes, ils ont perdu la vie. Voilà ce que ça a donné. Pour gagner quoi ? Rien. Les barrières s'ouvrent, moins d'1 minute. Ça vaut pas le coup de passer. C'était il y a 20 ans, une nuit qu'il n'a jamais oubliée. À 3h du matin, je conduisais mon train. Arrivé à un passage à niveau, une voiture passe en chicane. Je réagis en voulant arrêter mon train, en hurlant, en essayant de dire mais qu'est-ce qu'ils font, mais c'est quoi, c'est fou. On se sent réellement impuissant. On a beau faire tous les gestes, crier, hurler, mais bon sang, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il est trop tard, il est trop tard. Et c'est le choc, très violent. Il lui faudra 40 secondes pour arrêter son train lancé à pleine vitesse. Dans la voiture, 2 personnes trouvent la mort. Dans les souvenirs qui me restent encore gravés 20 ans après, j'ai encore l'image de cette personne qui était au volant. Je vois encore, je ne vois pas le visage, mais je vois le blouson, un blouson gris, éclairé par mes phares. Puis le bruit surtout, le bruit de tôle fracassée, des bruits intenses, des bruits plutôt effroyables. Comme Olivier, 2 conducteurs sur 3 sont confrontés à l'accident grave de voyageurs au cours de leur carrière. Dans 80% des cas, il s'agit de suicide. Bonjour. Bonjour. Pour ses salariés, la SNCF a créé un pôle de soutien psychologique. Asseyez-vous. Les cheminots peuvent y rencontrer des psychologues pour un suivi thérapeutique personnalisé ou se confier par téléphone. Je ne suis pas à mon premier accident de personne. La responsable de la cellule est en ligne avec un conducteur
victime de son 6e accident mortel. Et celui-là, c'était cette fois-ci un suicide. D'accord. Comment vous vous sentez par rapport à... Vous vivez avec. Vous vivez avec. Les personnes passent sous votre train, vous sentez sale et impuissant en fait. Hein. Vous vous demandez si vous pouvez un jour ou l'autre reconduire un train. Jugé apte, ce conducteur a repris du service après quelques jours d'arrêt de travail. L'entreprise se doit de garantir la sécurité et donc la personne ne reprendra pas la conduite tant qu'elle n'est pas redevenue dans un équilibre psychologique, ça c'est évident. Il y a des personnes qui vont s'arrêter 2 jours, il y a des personnes qui vont s'arrêter 2 semaines, il y a des personnes qui vont s'arrêter 2 mois. Donc ça prendra le temps nécessaire. On est là pour transporter des personnes sur un trajet en toute sécurité et c'est un gros problème quoi. Ouais, je comprends, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un traumatisme, c'est parce que c'est brutal, soudain, et vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas agir. Tout à fait. Parce qu'on dit que s'il y avait la moyen d'agir, s'il y avait une action possible, vous seriez davantage protégé psychologiquement. Je ressens pas mal d'agacement dans votre ton. La thérapie pour guérir, ce tueur malgré lui n'en a pas eu besoin. Une rencontre l'a délivré du sentiment de culpabilité qu'il éprouvait. Christian a 78 ans. Professeur de sport à la retraite, son bureau est un repère à souvenirs. Sur les murs s'étalent les photos de compétitions et de fêtes de famille. Mais il y a un objet caché dans un coin qu'il préférerait oublier. Le fusil qui n'a pas bougé depuis je ne sais plus combien d'années. Il est là. Il est dans son étui et puis il n'en bouge pas. J'ai pris ma décision, elle est ferme et définitive. La chasse est terminée pour moi. La chasse, une passion de 30 ans qui, depuis le 18 décembre 2005, appartient au passé. Ce jour-là, Christian participe avec une dizaine d'autres chasseurs à une battue au sanglier. Les sangliers sont partis par là. J'ai dit, tiens, je vais les tirer, ils sont à l'arrêt. La balle rebondit sur une pierre et termine sa course 150 mètres plus loin, dans la direction opposée. La balle, elle est revenue ici, où se trouvait la victime. Il a pris la balle en plein cœur. Denis était son ami. Il avait 48 ans. À ce moment-là, un monde s'écroule, un univers s'écroule, une incompréhension et puis une réalité. Un homme a été tué, c'est moi qui ai appuyé sur la gâchette. Dans les semaines qui suivent l'accident, Christian se renferme sur lui-même. Gisèle, son épouse, craint même qu'il ne se suicide. Alors, les Orléanais sur Terre, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Pour Christian, le réconfort viendra de cette femme. Vous, Claire, vous travaillez toujours? Eh oui. C'est ça d'être jeune. La discussion est des plus anodines, mais cette image est rare. Tueur et proches de la victime sont réunis. Merci. Claire est la grande sœur du chasseur décédé. Tenez, je vais ramener quelques photos de Denis. Là, c'était à ses 40 ans. Il avait reçu un petit chien de chasse de ses copains. Ouais, c'est bien lui. Ouais. Et puis là, j'ai retrouvé une photo de chasse. Oui, je voulais. Voilà. Quand j'ai appris la nouvelle de l'accident, c'est vrai, je me suis complètement effondrée. Je suis tombée genoux à terre, j'ai hurlé. Je me suis posé des tas de questions. Pourquoi? Comment? Et je pensais à vous, je me disais, mais comment il fait pour porter, vivre avec ce drame, ce cauchemar? Donc j'ai écrit ces quelques mots. Pour moi, ça me semble tellement naturel. Quoi. Voilà. Je sais que votre vie a basculé. Un mois après la mort de son frère, Claire trouve la force d'écrire cette lettre. Un accident, je ne peux pas me permettre de vous en vouloir. Denis n'aurait pas voulu que je réagisse ainsi. Je pense bien à vous et je vous remercie pour les moments heureux qu'il a passés dans votre région. Je vous souhaite beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'elle a signifié pour vous, cette lettre?
ma réhabilitation. Égoïstement, je me suis dit, je suis encore quelqu'un. Moi, je voulais qu'il continue à vivre et surtout à relever la tête. C'est une lettre énorme qui m'a aidé à refaire surface, c'est vrai. Notre reportage prend fin au Canada, aux portes de Toronto. Depuis quelques mois, un fait divers inédit s'affiche en une des journaux. Un responsable d'accident mortel a décidé d'attaquer sa victime en justice. Derrière les volets clos de cette maison, Veneta passe des heures à regarder les photos de son fils disparu. C'est le livre que les copains de classe de Brandon ont fait spécialement pour lui. À ses côtés, son ex-mari Derek et la nouvelle femme de celui-ci. Il y a plein de jolis mots sur sa personnalité et le charmant jeune homme qu'il était. Son meilleur ami a écrit ici que Brandon lui manque énormément. J'ai aussi une vidéo de Brandon qui parle avec son grand frère. On était sortis ensemble pour déjeuner. C'est vraiment difficile à regarder. Brandon, un adolescent de 17 ans, un passionné de sciences qui se rêvait ingénieur. J'ai encore du mal à réaliser. Il y a 2 ans, vers 1h du matin, Brandon rentre de soirée à vélo avec 2 amis. Une voiture, en excès de vitesse, fauche les adolescents par l'arrière. Brandon succombe à ses blessures dans la nuit. Malgré leur immense chagrin, Derek et Veneta ne portent pas plainte contre la conductrice. L'affaire est classée jusqu'en avril dernier. On a reçu un appel de notre avocat pour nous annoncer que la femme qui a tué notre enfant porte plainte contre nous, Brandon et ses 2 amis. Elle réclame $1 300 000 pour avoir tué notre fils. Dans sa plainte, la conductrice affirme souffrir depuis le drame de maux de tête, de dépression, d'irritabilité et d'angoisse. Elle rejette les fautes de l'accident sur les 3 adolescents. Elle leur reproche notamment d'avoir roulé de nuit sans lumière, sans casque, d'être des cyclistes incompétents. Ça m'a bouleversée. C'est tellement choquant. Je ne peux pas croire qu'elle essaie de tirer profit de la mort de mon fils alors qu'elle l'a tué. Moi, sa mère, je vis chaque jour avec mon traumatisme et mon chagrin. Comment ose-t-elle se plaindre et dire que sa joie de vivre a disparu? Je veux bien croire qu'elle souffre. Mais moi, je la laisse tranquille. Je ne la harcèle pas au téléphone pour lui reprocher d'avoir tué mon fils. Elle a tué mon fils, elle doit vivre avec. La conductrice ne s'est jamais exprimée dans la presse. Nous avons pu joindre son avocat. Il s'est refusé à tout commentaire. Au Canada, cette plainte constitue une première. Brian Cameron, conseil de la famille, nous le confirme. Poursuivre l'assurance du mort après un accident, c'est plutôt fréquent au Canada. Une personne peut être responsable et si elle se tue, les autres personnes qu'elle a blessées peuvent porter plainte contre elle. Ce qui est incroyable ici, c'est que la conductrice poursuit l'enfant qu'elle a tué. Je n'avais jamais vu ça. En fait, elle dit que si Brandon est mort, c'est de sa faute à lui. Une thèse réfutée par les parents. Cette guerre judiciaire, la famille s'en serait bien passée. 6 mois après l'accident, le frère aîné de Brandon, dévasté par sa disparition, mourait à son tour d'une overdose. Sur les lieux de l'accident, Veneta et Derek ne souhaitent qu'une chose, que la femme qui a tué leur fils les laisse en paix. Elle a ses 3 enfants. Je ne verrai plus jamais les miens. Son chagrin va diminuer avec le temps. Le mien ne disparaîtra jamais.
Mes 2 enfants sont morts et je ne peux rien faire contre ça. Qu'elle rentre chez elle et profite du bonheur de pouvoir embrasser ses enfants. Qu'elle arrête de s'acharner contre notre famille. En France, il semble qu'aucun responsable d'accident mortel n'ait tenté de faire reconnaître son éventuel statut de victime auprès des tribunaux.